Lundi 29 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Nous vous présentons nos excuses pour le peu de retard. Au sommaire de cette édition, la conférence des jeunes diplomates sur la crise sanitaire au Sahel s'est tenue la semaine dernière avec les étudiants de l'ENEAM, des moments de partage d'expériences et d'opportunités avec les jeunes diplomates. Le point dans cette édition. La présidente de l'Institut national de la femme était hier dimanche au lancement d'une triplette d'albums marraines de l'événement. Elle est allée soutenir la productrice Juliette Gbagidi et hors de nos frontières. Réunion d'urgence aujourd'hui à Londres des ministres de la Santé du G7 pour tenter de lutter contre la propagation inquiétante du nouveau variant Omicron de la COVID-19. À nouveau, bonjour à tous et à toutes. Et pour démarrer cette édition, nous recevons ici sur notre plateau M. Donklama Ballo. Bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Vous êtes le directeur éditorial et de la production du groupe de presse ITV regroupant Eden TV et Diaspora FM. Et nul n'ignore que ces deux médias ont pendant 15 jours sensibilisé la population béninoise et celle de la commune d'Abomey-Calavi en particulier sur la COVID-19. Dites-nous pourquoi avoir fait cette quinzaine. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur cette quinzaine qu'on a organisée ici du 15 au 30 novembre 2021. En réalité, vous savez très bien qu'actuellement, la COVID-19 sévit dans le monde entier. Et nous, en tant que médias, nous avons plusieurs rôles dans les fonctions sociales des médias. C'est pour rester collé à cette fonction sociale des médias que nous avons initié cette quinzaine. L'objectif, c'est de sensibiliser davantage les populations, c'est de réaliser des émissions, des débats, des jeux, pour pouvoir porter loin le message. Vous allez constater qu'au Bénin particulièrement, le taux de couverture vaccinale est très faible. En organisant cette quinzaine, notre objectif principal est de contribuer à améliorer sensiblement le taux de couverture vaccinale. Donc nous sommes au terme de ces 15 jours d'émissions, de débats, et donc il est normal que nous puissions venir ici dire merci à tous ceux qui ont facilité la tenue de cette quinzaine. Merci à tout le personnel de Diaspora FM et de notre télévision Eden TV, à toutes les autorités politico-administratives et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette quinzaine. Dites-nous, M. Donklama Ballo, avons-nous atteint nos objectifs? Oui, largement. Largement, nous avons atteint nos objectifs parce que les témoignages fusent de partout. Nous avons des auditeurs et des téléspectateurs qui témoignent de ce que les messages que nous avons portés tout au long de cette quinzaine ont pu les atteindre. Certains ont même exhibé leur carnet de vaccination. D'autres nous ont dit clairement que c'est avec ce type de programme qu'ils ont décidé de franchir le pas, donc d'aller donner leurs bras pour se faire vacciner. Et je crois qu'on n'a pas oublié non plus de dire aux gens qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières parce que la vaccination seule ne suffit pas. Nous n'avons pas de statistiques appropriées, mais en écoutant les uns et les autres et en observant les comportements, nous pouvons dire avec foi et abnégation que Diaspora FM et Eden TV ont atteint leur objectif. Je crois que nous sommes satisfaits. C'est une première expérience. On en fera d'autres avec d'autres types de pathologies. L'essentiel, comme je vous dis, c'est que le message puisse passer et que les populations sachent que leur santé est primordiale. Nous ne pouvons pas atteindre le développement si nous n'avons pas des bras valides en forme. Donc les médias doivent contribuer également à cet état d'esprit. Globalement satisfait, oui. D'accord. Et vous avez un message particulier envoyé à la population du Bénin et particulièrement celle de la commune d'Abomey-Calavi? Le message que j'ai à envoyer est un message d'espoir. Un message d'espoir pour dire que nous n'allons pas laisser la Covid continuer à décimer les populations. C'est vrai que depuis quelques heures, il y a l'actualité de ce nouveau variant qui fait très mal. Malheureusement, ce variant vient de l'Afrique australe, donc de notre continent, et les populations seront forcément de plus en plus exposées. C'est le lieu de continuer à sensibiliser les uns les autres. Nous, ici, nous n'allons pas nous arrêter à la quinzaine. Notre devoir est de continuer la mobilisation, continuer l'information pour que les gens sachent que vraiment il faut se faire vacciner et respecter les gestes barrières. Donc mon message est cela essentiellement. Sortez pour vous faire vacciner. Ne faites pas de débat autour de la vaccination parce que toute réflexion autour de ça, ça va vous freiner. Quand on réfléchit, normalement, on n'y va pas. Donc, il ne faut pas réfléchir. Il faut penser que ça nous protège et aller simplement pour qu'à la fin,
nous puissions être parmi les pays dont le taux de couverture vaccinale est l'un des meilleurs. Aujourd'hui, c'est très bas. J'espère que les uns et les autres ont perçu le message. Et je vais finir par demander à nos téléspectateurs et auditeurs de soutenir les programmes de Eden TV et de Diaspora FM. Nous sommes au service des populations et nous ferons l'essentiel pour qu'elles soient satisfaites de nos prestations. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, monsieur Donklama Ballo. C'est moi. Sortez, chère population, pour vous faire vacciner parce que c'est grâce à la vaccination que vous éviterez les formes graves de la COVID-19. Nous passons à l'actualité au Bénin ce jour et particulièrement à Cotonou. La circulation des minibus Tokpa dans cette ville est désormais interdite. Les bus venant de Porto-Novo s'arrêteront désormais sur le parc du quartier Abattoir à Kwakpa et ceux venant de l'Atlantique à Vaudier. Comment les populations accueillent-elles cette nouvelle mesure préfectorale? Éléments de réponse dans ce reportage d'Orcas à Ouangan. C'est l'ambiance qui régnait ce matin au niveau du site désormais dédié au chargement et déchargement des minibus Tokpa à l'abattoir de Cotonou. Au rang des usagers, cette décision suscite mécontentement et désolation. C'est vraiment difficile pour nous les femmes parce qu'on avait déjà du mal à vendre et ils nous prennent 1000 francs par tête pour le transport jusqu'à Tokpa. Mais maintenant, ils nous déposent à l'abattoir, toujours au même prix. Nous sommes d'accord avec le gouvernement, mais qu'ils permettent que les bus nous déposent à Tokpa au moins. Moi, j'ai quitté Porto-Novo. Je viens de Porto-Novo comme ça. Donc tous les matins, je viens de Porto-Novo à Cotonou. Mais ce matin-là, ça m'a vraiment surpris parce que ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas du tout bon. Même si on veut nous faire du bien, ce n'est pas brutalement comme ça. Dites au président de nous aider. Le transport était déjà à 800 francs de Porto-Novo à ici et c'était difficile. Alors qu'il veuille bien diminuer les prix. Du côté des conducteurs, quelques-uns s'inquiètent du sort qui leur est réservé, surtout les conducteurs de véhicules 404 bâchés et taxis. Comment feront les véhicules qui veulent quitter Porto-Novo pour Adja? Ils peuvent interdire la circulation aux minibus, mais l'état civil peuvent-ils y aller? Nous avons entendu, le préfet nous a dit que les minibus Tokpa. Aujourd'hui, maintenant, en allant à Tokpa, à Dérocpo, le commissaire prend des pièces pour dire que nous n'irons pas à Tokpa pour décharger les bagages. Et il y a des bagages dans mon véhicule là maintenant, les dames sont là-bas, comment on peut faire? On ne peut pas mettre des bagages sur la tête pour amener ça là-bas. Hein? Pour voir voir le problème des bâchés, parce que nous, on prend des bagages. Les responsables syndicaux, quant à eux, soutiennent cette nouvelle mesure de la préfecture. Cette nouvelle mesure, c'est tout à fait normal. Nous, les syndicaux responsables conducteurs de transporteurs doivent aussi les accompagner. Depuis cela de 3 mois que la réunion a commencé, 3 mois derniers, c'est très fort avec la préfecture et la mairie, dont le deuxième adjoint au maire est responsable. C'est la réunion hier même qui sont décidés vraiment que nous-mêmes, les syndicats, d'accompagner. Bon, aujourd'hui, c'est le premier jour, vraiment, ça peut donner des choses telles que vous êtes en train de voir. Mais ensemble, le maire a décidé, d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au plus tard 1 mois, nous allons encore se retrouver pour voir des contours, qu'est-ce qui s'est marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut régler ensuite. Il est à noter que le site devant abriter le parc est encore en cours d'aménagement. De la ville de Cotonou, allons directement à l'université d'Abomey-Calavi où il s'est tenu du 25 au 27 novembre 2021 la conférence des jeunes diplomates. Et cette conférence est penchée sur le terme de la crise sanitaire au Sahel. Des moments de partage d'expériences et d'opportunités avec les jeunes diplomates. Le point avec Laurent Roland Toniniques. La diplomatie multilatérale au service de la paix. Quelle approche face à la crise sécuritaire dans le Sahel? Telle est la thématique sur laquelle ont porté les travaux de l'édition 2021 de la conférence des jeunes diplomates tenue du 25 au 27 novembre 2021 à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM de l'Université d'Abomey-Calavi. Une initiative pour simuler la pratique diplomatique dans les grandes instances.
Alors, il s'agit donc de créer un cercle, un cadre d'apprentissage, de simulation, mais également de stimulation pour les jeunes, tout cela dans un environnement donc assez propice qui leur permet donc de reproduire les réalités diplomatiques internationales, pour les préparer à une meilleure connaissance, à une meilleure découverte, pour comprendre une meilleure compréhension et appréhension des réalités de notre monde contemporain. Une conférence à laquelle ont pris part des diplomates qui ont donné des conférences, partagé des connaissances et compétences avec les jeunes. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir des représentants du ministère des Affaires étrangères, du Bénin, de la coopération, qui sont venus donner des communications, en l'occurrence sur la thématique de la crise sécuritaire au Sahel. Nous avons également eu un professeur, le professeur Dr John Godonou-Dossou, un expert des Nations Unies, un professeur également à l'École nationale d'administration, qui a également donné une communication sur le diagnostic des enjeux sécuritaires au Sahel. Le diplomate Laurent Agossou, convié à cette conférence, a quant à lui partagé avec les jeunes diplomates des expériences et opportunités. Le défi, c'est d'ailleurs le sigle, la relève diplomatique. Nous travaillons dans le même sens et nous sommes là. Nous avons exprimé notre disponibilité pour les aider, pour les encadrer, pour les pousser, pour qu'au bout du compte, nous puissions contribuer à envoyer un maximum de personnes aux Nations Unies, par exemple, ou dans d'autres organisations. Stella Dorego, tout comme les autres participants à cette conférence, en sort satisfaite. Une bonne initiative, précise-t-elle. Donc globalement, je pense que c'est une très bonne initiative qui nous permet de nous mettre face aux réalités, aux vraies réalités pratiques du milieu diplomatique, surtout en ce qui concerne les relations internationales. Ce sont des réalités que l'on ne nous dit pas forcément en cours et qu'on a la chance et le plaisir de découvrir. Restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi où la présidente de l'Institut national de la femme était hier dimanche au lancement d'une triplette d'albums marraine de l'événement. Elle est allée soutenir la productrice Juliette Gbagidi. La cérémonie s'est déroulée à la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. Le compte rendu avec Aimé Juste Defodji. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio, soutient la culture Marie. Marraine de la cérémonie de lancement d'une triplette d'albums du rythme Tchengoumé des collines Bénin, l'honorable a rehaussé l'événement de sa présence avec une forte délégation constituée entre autres de la préfète de l'OME, Marie Akpotrosu, et du bâtonnier Cyril Dikuin. Par ce geste, la présidente vient appuyer une femme battante, Juliette Gbagidi, productrice de ses albums. Au terme de cette célébration de la musique Tchengoumé, la présidente de l'INF est fière d'avoir été la marraine de l'événement. C'est des artistes, de vrais artistes que j'ai vus ce soir parce qu'ils sont tellement éloquents. Les chansons qu'ils ont sorties sont des chansons vraiment qui parlent. Et je souhaite bon vent à ce trio d'artistes qu'elle accompagne. Madame Juliette Gbagidi, elle est une vraie Amazone. Et je suis avec elle, je suis derrière elle, je la soutiens fortement. Et je demande à toutes les femmes du Bénin de se battre comme cette Amazone-là. Madame Claudine Prudencio a profité de l'occasion pour revenir sur les violences faites aux femmes, en l'occurrence dans le domaine de l'art. Elle prévient des représailles qui peuvent en découler. Les femmes ne sont pas des domestiques pour les hommes. Les femmes artistes ne sont pas des vidéomégons pour les hommes artistes. Donc il faut forcément que ces hommes sachent quand même que les femmes sont leurs mères. On vous porte. Donc, il faut respecter la femme. Pour cette quinzaine que nous avons lancée depuis le mercredi dernier, je dis à toutes les femmes du Bénin de rester à leur place correctement, de respecter les hommes, mais il faut que les hommes aussi nous respectent. Il ne faut plus qu'il y ait de violence. Il ne faut plus qu'il y ait de violence parce que l'Institut est là pour réprimander. Il y a la criette aussi qui est là.
Surnommée Beauté Ronde, Juliette Baguidi, organisatrice de l'événement, est reconnaissante du soutien de la présidente de l'INF, mais aussi de la réussite de cette soirée de lancement de 3 albums. Mais elle m'a épatée, je suis très heureuse. Et je suis aux anges. Et tous, ils ont produit, pas de n'importe quoi, de vraies chansons. Il faut être mari pour comprendre ce qu'il dit, le message qu'ils sont en train de passer. Donc je suis très fière de ces enfants. C'est la relève de demain, ça. Une soirée riche en couleurs et d'émotions qui a émerveillé la marraine de la cérémonie, Claudine Afiavi-Prudencio, qui n'a pu s'empêcher d'esquisser quelques pas de danse. Hors de nos frontières, rencontre du ministre des Outre-mer et une dizaine de représentants de l'intersyndicale en France et plus précisément en Guadeloupe. Pendant que Sébastien Lecornu a révélé hier soir qu'il voulait concilier dialogue et fermeté, le mouvement de contestation de la crise sanitaire s'étend à des revendications politiques et sociales, notamment contre le coût de la vie jugé trop cher. Reportage. Après une semaine de violence, le retour au calme et une réponse favorable à dialoguer de la part du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Arrivé hier soir en Guadeloupe, il devrait échanger dans la matinée avec une dizaine de personnes issues de l'intersyndicale guadeloupéen. Des discussions qui vont au-delà des revendications liées au Covid-19. Un sujet plus grave, me semble-t-il, est devant nous, c'est de voir des représentants syndicaux qui demandent au fond qu'il y ait une excuse pénale pour les personnes qui s'en sont pris aux policiers et aux gendarmes. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes demain, je le dis, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences d'où qu'elles viennent. Ici c'est la République, et donc les lois de la République ont vocation à s'appliquer, et une fois de plus, je ne suis pas venu ici pour incarner un État faible, mais aussi évidemment un État qui dialogue, puisque la force de la République, c'est de dialoguer et d'appliquer les lois. Merci à tous. Et si les négociations s'annoncent compliquées, Sébastien Lecornu devrait les poursuivre demain en Martinique. L'île s'est aussi embrasée après l'annonce du gouvernement de vouloir obliger les pompiers et soignants à se faire vacciner. Désormais, c'est un retrait pur et simple de cette obligation que les syndicats et la population réclament. Les visites de courtoisie, les visites à la va-vite dans nos pays, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, ne servent à rien. Ce n'est pas sa présence qui va calmer les gens. C'est le signal qu'il donnera, les voies de solutionnement, l'accord qu'on ira jusqu'au bout, au plus loin possible dans les négociations. Le report du 31 décembre est un énième report, mais qui agit psychologiquement sur les différents agents, parce que c'est une date butoir, c'est une date scélérate, et tous les jours, les agents sont toujours confrontés à cette échéance qui est insoutenable. Il faut qu'ils arrêtent de faire des promesses qui ne tiennent pas. Quand il y a les élections, ils sont là, ils demandent des voix, votez pour moi, votez pour moi. Une fois les élections passées, il n'y a plus rien. La vie continue à augmenter en Martinique, on se renvoie la balle. Qui fait quoi? On demande de baisser le gaz, eh bien on renvoie par celui-là, ensuite celui-là, c'est pas moi, c'est l'autre. Eh bien là maintenant on stoppe la machine, et puis maintenant ils vont se concerter pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que le peuple va rester dans la rue. Si pour l'heure, l'exécutif a fait savoir que l'obligation vaccinale ne serait pas levée, les discussions restent ouvertes concernant les revendications politiques et sociales que les Antilles font désormais entendre. Réunion d'urgence aujourd'hui à Londres des ministres de la Santé du G7 pour tenter de lutter contre la propagation inquiétante du nouveau variant Omicron de la COVID-19. Après le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique, la France a détecté à son tour 8 cas possibles de cette nouvelle souche de coronavirus. Découvert mardi dernier en Afrique du Sud, Pretoria a vu ces derniers jours un nombre de pays lui fermer leurs portes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce matin, le variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial. Le variant Omicron, détecté en Afrique du Sud au début du mois de novembre, a amené de nombreux pays à interdire les vols commerciaux vers Pretoria. C'est le cas notamment de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Australie ou encore d'autres pays de l'Union européenne. L'Organisation mondiale de la santé a immédiatement déconseillé les restrictions sur les voyages, appelant à garder les frontières ouvertes. Le président sud-africain a quant à lui dénoncé une forme de discrimination. These restrictions are
Ces restrictions sont totalement injustifiées et discriminent injustement notre pays et nos pays frères d'Afrique australe. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, nous devons nous attendre à ce que d'autres variants continuent d'apparaître. Certains professionnels de santé sud-africains ont également pointé du doigt la frénésie de certains pays face à ce nouveau variant. C'est le cas de la présidente de l'Association des médecins sud-africains. Les réactions précipitées, en particulier celles du Royaume-Uni, qui ont suivi l'annonce, risquent à l'avenir, j'en suis sûre, de rendre les scientifiques et les pays moins transparents. Et cela pourrait mener à la catastrophe. Il ne s'agit donc pas seulement de mes données, mais aussi de celles d'autres médecins généralistes exerçant à Pretoria et dans les environs, qui observent plus ou moins la même chose que moi. Des symptômes très très légers, ce qui signifie que nous pouvons facilement les traiter à domicile. Jusqu'à présent, à ma connaissance, aucun de mes collègues n'a eu à mettre un de ces patients sous oxygène, leur niveau d'oxygène étant très très stable. En France, on se prépare également à l'arrivée du variant Omicron. Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, il faut en priorité établir un profil complet du virus. Dès qu'il y a un cas suspect, nous isolons la personne et nous procédons à des tests poussés, c'est-à-dire un séquençage. Nous regardons le profil génétique du variant et du virus. Nous sommes en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et aboutissants, parce que nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. Manifestement, s'il arrive à circuler et à faire sa place dans des pays dans lesquels il y a déjà une vague de variant Delta qui est très contagieux, c'est que nous pouvons craindre que ce nouveau variant, soit au moins aussi contagieux que le Delta, ce qui n'est pas évidemment une bonne nouvelle. Selon des données préliminaires, le variant Omicron serait plus contagieux que le variant Delta, la version actuellement dominante du coronavirus dans le monde. Plus difficile à détecter en raison de symptômes plus légers, à l'heure actuelle, aucune étude n'a encore établi précisément quel est son degré de dangerosité. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.